Hoeveel zitten we? Bonjour à tous. En tant que CEO de RGF Staffing, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire juridique de Recruit Staffing, organisé en collaboration avec les experts de Claes & Engels. Le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, que signifie la nouvelle législation européenne sur la transparence salariale pour les employeurs et aussi quel est l'impact possible sur la politique RH des entreprises. Les temps changent. Nous constatons au sein de notre organisation et aussi chez nos clients que les jeunes générations sont très ouvertes concernant leur salaire, contrairement aux générations précédentes où il n'était pas de bon ton de partager des informations sur son salaire, c'était une affaire privée. La demande de transparence augmente chez les employés et aussi chez les managers. Et des questions telles que quels principes de base sont appliqués en matière de politique salariale ou comment est-ce que je peux évoluer et qu'est-ce que cela signifie en termes de conditions et de salaire. Et à cela s'ajoute maintenant la nouvelle législation européenne qui rentrera en vigueur en juin de l'année prochaine. Pour de nombreux employeurs, cela constitue une raison ou une nécessité de revoir de manière critique la politique salariale actuelle. De plus, en tant qu'employeurs, nous sommes également obligés de faire des rapports réguliers sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Tatienne Flao de Claes & Engels répondra à quelques questions importantes lors de ce webinaire, telles que en quoi consiste exactement la nouvelle réglementation pour votre organisation? Comment vous y préparez le mieux? Et quelles sanctions prévoit le législateur européen? Je tiens également à vous remercier pour les nombreuses questions que nous avons déjà reçues à l'avance. Des questions pendant le webinaire peuvent également être posées via la fonction du chat et nous ferons de notre mieux pour y répondre durant l'heure à venir. Ce webinaire sera aussi enregistré et la présentation sera mise à disposition aux participants. Je vous souhaite à tous une session très inspirante et Tatienne, je vous passe la parole. Merci beaucoup Cathy. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre en cette heure de midi pour une petite heure ici de présentation de cette nouvelle directive. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente. Donc, je m'appelle Tatienne Flao, je suis avocate senior chez Claes & Engels. Ça fait plus de 10 ans que je travaille au sein du cabinet, spécialisée en droit du travail et ici plus particulièrement en matière de transparence des rémunérations, puisque c'est le sujet du jour. On va rentrer ici directement dans le vif du sujet.
avec un petit rappel, évidemment, d'abord des principes, mais voyons d'abord de quoi nous allons parler dans l'heure qui va arriver. Alors évidemment, on va parler du principe d'égalité des rémunérations. Qu'est-ce que signifie ce principe? Quelles sont les prémices de ce principe? Où est-ce qu'on le retrouvait déjà dès le début des jurisprudences européennes? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé finalement à cette fameuse directive 2023-970, donc la directive européenne sur la transparence des rémunérations? On va évidemment voir ici et je ne vous l'expliquerai pas article par article, mais je vous expliquerai ce que la directive a prévu. Et surtout, comment se préparer pour 2026 à cette directive européenne, puisqu'il y a une obligation de transposition de cette directive pour tous les États membres de l'Union européenne. Et la deadline s'approche, puisqu'on parle du 7 juin 2026. On va tout de suite rentrer dans les détails. Alors, au niveau des principes d'égalité des rémunérations, je vous le disais, ce n'est pas nouveau puisque le cadre légal au niveau européen existe déjà depuis un moment. Il y avait un premier article 141 dans le traité de la Communauté européenne, donc c'était encore même avant le fameux TFUE, donc le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui, dans ce TFUE, prévoyait aussi, à l'article 157, un droit à un salaire égal entre les femmes et les hommes. Donc ça fait quand même déjà un moment où c'est inscrit dans la législation européenne. Plus précisément aussi, en 2006, on a cet article 4 de la directive genre qui prévoit également qu'il y a une interdiction de toute discrimination entre les femmes et les hommes au niveau du salaire. Plus tard encore, parce que c'est resté dans l'air du temps, il y a une recommandation de la Commission européenne de mars 2014 relative justement au renforcement du principe de l'égalité des rémunérations des femmes et des hommes qui a été prise. Et vraiment, en fait, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de transparence, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, en disant, en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir implémenter cette égalité salariale entre les femmes et les hommes? Eh bien, on se rend compte que c'est via ce mécanisme de transparence, parce que c'est bien beau d'avoir un principe d'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, mais comment est-ce qu'on peut faire fonctionner ce principe? Eh bien, c'est justement en étant transparent sur les rémunérations. Et c'est comme ça, du coup, qu'est née la directive européenne 2023-970 dont on va parler aujourd'hui. Alors, avant de parler de la directive, à côté de ce cadre légal européen qui existait, la jurisprudence a déjà pu aussi dessiner ses principes en la matière. Il y a un arrêt assez ancien, mais qui est intéressant, qui s'appelle l'arrêt Danfoss. Et cet arrêt, il date, comme vous le voyez, déjà de 1989. Et cet arrêt, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il rappelle en fait qu'en matière de équivalence des rémunérations, il y a un principe de renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que si une entreprise va appliquer un principe de système de rémunération qui est caractérisé par un manque de transparence, il va falloir que le travailleur établisse d'abord quelle est, selon le travailleur féminin, la discrimination qui est subie, et donc il va falloir déterminer quelle est cette présomption de discrimination avant que l'employeur puisse renverser la charge de renverser la preuve. Et donc ici, dès 1989, on voit en fait un système de renversement de la charge de la preuve qui existe déjà dans pas mal de législations en matière de discrimination, c'est-à-dire que la personne qui se suppose victime de discrimination ici salariale, elle va devoir d'abord amener des éléments pour prouver qu'il y a une présomption de discrimination avant que l'employeur renverse cette cette preuve en apportant des éléments probants. Alors évidemment, quand il y a ici une absence de transparence sur les rémunérations des hommes et des femmes, le fait déjà de ne pas montrer les rémunérations et donc de volontairement cacher les rémunérations des hommes et des femmes dans une entreprise, c'est considéré comme une présomption de discrimination. Et donc, c'est à l'employeur, en fait, d'apporter ici la preuve que les hommes et les femmes à fonction égale sont payés de manière égale. Donc ça, c'est un principe qui existait déjà depuis longtemps en jurisprudence européenne. Vous avez aussi, je le cite ici, un arrêt qui a plus de 20 ans, l'arrêt Brunhofer, qui est assez intéressant puisqu'il dit, en fait, cet arrêt, qu'il ne faut pas uniquement comparer les travailleurs qui ont par exemple un titre de fonction égale, mais il faut vraiment ici regarder le même travail ou un travail de même valeur. Et donc, on va regarder ici la nature exacte du travail, aussi les exigences en matière de formation, les conditions de travail. Et donc, ce n'est pas parce que les personnes n'ont pas le même titre de fonction qu'elles ne pourront pas être comparées au niveau du salaire si elles font un travail de même valeur.
Aussi et plus récemment, l'arrêt Tesco Store qui est assez intéressant et qui lui vient dire que ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas au même endroit qu'on ne peut pas être comparé. Ici, c'était des travailleurs qui travaillaient dans un magasin, donc les femmes travaillaient plutôt dans les magasins, les hommes dans les centres de distribution, mais il a été considéré que ces femmes et ces hommes avaient un travail de même valeur et que donc ils étaient comparables même s'ils n'étaient pas au même endroit. Donc, ça veut dire ici que si on a une inégalité salariale dans une source unique, ici chez un même employeur, eh bien, on peut quand même comparer des personnes qui travaillent dans des établissements différents. Tous ces principes ont donc été dégagés par la jurisprudence européenne. On les a retrouvés également dans la jurisprudence belge. Alors évidemment, ici, je ne vous cite que deux jurisprudences, mais il y en a évidemment beaucoup plus en matière de discrimination homme-femme sur les rémunérations, puisque, et vous allez le voir, il y a déjà en fait ces principes qui sont consacrés en partie dans le droit belge. Ici, on voit que, comme je vous l'ai expliqué, ce qui est important, c'est que ces jurisprudences belges, elles ont dégagé des principes clés comme celui justement de présomption de discrimination. S'il y a un écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de même valeur, on est en présence d'une présomption de discrimination. Ça veut dire que aussitôt qu'une travailleuse peut prouver qu'il y a un écart avec un homme pour une même fonction ou une fonction de même valeur, on y reviendra, eh bien, c'est alors à l'employeur de venir prouver qu'il n'y a pas de discrimination en justifiant sur base de critères objectifs et non sexistes qu'on verra tout à l'heure. Alors, il y avait aussi une autre jurisprudence que je trouvais intéressante à vous partager. C'est une jurisprudence ici qui a été rendue par le tribunal du travail de Bruges il y a déjà maintenant plus de 10 ans, où on était dans une situation où toutes les employées, les travailleuses de l'entreprise étaient systématiquement placées dans des catégories salariales plus basses que les hommes, alors qu'elles ont pu prouver qu'elles faisaient un travail de même valeur que certains collègues masculins. Ici, l'employeur justifiait la différence sur le fait que ces travailleuses étaient dans un autre département et donc elles pouvaient être payées dans une catégorie salariale plus basse. Et comme je vous l'ai dit, avec les principes de la jurisprudence européenne, il est possible de se comparer avec quelqu'un qui travaille dans un autre département s'il fait un travail de même valeur. Et donc, malgré qu'ici, le tribunal avait quand même reconnu que ça pouvait être une justification légitime pour certains travailleurs, mais sans doute parce que ça s'expliquait aussi sur d'autres critères objectifs et non sexistes, ça ne clarifiait pas ici toutes les différences et l'employeur était donc un peu a été un peu mis à mal de pouvoir expliquer ces différences salariales. Donc on voit que tant au niveau européen, c'est déjà vraiment des principes qui existent depuis longtemps, qu'au niveau belge également. Il existe aussi une législation en droit belge qui est déjà applicable depuis des années, qui n'est pas toujours connue de tous. C'est cette loi du 22 avril 2012 contre l'écart salarial qui, elle, impose en fait déjà au niveau interprofessionnel et sectoriel certaines obligations, des obligations évidemment de lutte contre l'écart salarial. Et donc en fait, cette loi, elle oblige les partenaires sociaux déjà à lutter contre cet écart. Et notamment, par exemple, au niveau des secteurs, à ce que tout ce qui concerne les classifications de fonctions soit neutre au niveau des fonctions, au niveau du genre. Donc ça, c'est déjà un fait qu'en principe, au niveau des secteurs, toutes les fonctions qu'on retrouve dans les classifications de fonctions sont censées être non genrées et donc non sexistes. Alors, au niveau des employeurs, cette loi de 2012, elle impose aux employeurs qui occupent plus de 50 travailleurs déjà une obligation d'information sur la structure des rémunérations. Je vous ai mis ici sur le slide le template qu'on peut retrouver justement sur le site du service public fédéral emploi et qui doit être rempli en principe pour les employeurs occupant plus de 50 travailleurs dans l'entreprise tous les 2 ans. Il faut que ce rapport soit discuté avec le conseil d'entreprise. Et on voit en fait dans ce rapport que les fonctions sont ventilées, les anciennetés aussi et les qualifications des travailleurs également. Mais on s'est rendu compte que ce document, quand il n'était pas oublié d'être rempli, ne donnait finalement pas une image assez globale de la situation salariale dans l'entreprise. Elle ne reprend finalement que les rémunérations et quelques avantages accordés en sus du salaire, mais ce n'était pas assez large pour
effectivement lutter contre l'écart salarial dans les entreprises. Et au final, ce document ne responsabilisait pas suffisamment les employeurs dans les entreprises. Alors juste pour une petite info, comme ça vous le voyez ici, donc au niveau de tout ce qui est information dans les entreprises à donner aux travailleurs ou aux représentants des travailleurs, et vous voyez au niveau de la carte mondiale quel pays a une obligation directe de reporting finalement envers ces travailleurs, et donc quels pays sont finalement les plus exigeants au niveau de l'information à donner sur les rémunérations. Vous le voyez aussi au milieu de la carte qu'il y a une obligation de reporting dans déjà 13 États membres de l'Union européenne. Si vous voulez vous balader dans la carte et voir un peu, parce que ça vous intéresse, dans les pays qui sont sur cette carte en couleur, quels sont les niveaux d'obligation, vous pouvez aussi cliquer sur le lien que j'ai mis ici en bas du slide, donc Youth Laboris, qui est notre alliance au niveau mondial avec laquelle on travaille et qui sont en fait des cabinets spécialisés en droit du travail avec lesquels on travaille à l'international. Si maintenant on zoome ici sur les chiffres dans l'UE, je pense que c'est quand même important aussi d'avoir une petite idée de où se situe la Belgique, parce que la Belgique n'est pas un mauvais élève en termes de chiffres, puisque en fait l'écart salarial, et on le voit en fait mieux sur le slide suivant, l'écart salarial dans l'Union européenne, on voit que la moyenne de l'UE, c'est 12%. Ça veut dire que à l'heure, les femmes sont payées 12% de moins que les hommes pour un travail équivalent de même valeur. On voit que la Belgique se situe tout au-dessus et qu'il n'y a finalement qu'une différence de 0,7% entre un homme et une femme pour un travail de même valeur. Il faut savoir qu'il y a environ 10 ans, on était à un écart salarial entre les femmes et les hommes de 7,5% en Belgique. Donc on voit qu'en 10 ans, il y a quand même eu une certaine évolution, mais on voit quand même que dans l'Europe, en règle générale, il y a quand même de gros écarts avec des pays comme l'Allemagne, qui ne sont pas très éloignés de la Belgique, qui a presque 20% d'écart salarial entre les femmes et les hommes à fonction égale. Alors vous voyez pour la petite anecdote que le Luxembourg, on est dans un pourcentage négatif parce qu'au Luxembourg, et c'est le seul pays de l'Union européenne, à travail de même valeur, une femme est à l'heure un peu mieux payée qu'un homme. Si vous voulez voir toutes les statistiques, comment elles bougent et comment elles sont calculées, j'ai aussi mis sur le slide un lien vers StatBel qui vous permet d'aller examiner ces chiffres en profondeur. Alors les raisons de ces écarts, mais ça s'explique par pas mal de choses. Ça peut s'expliquer tout simplement par les stéréotypes et l'histoire qu'on vit depuis des siècles, hein, tout simplement. Et elle s'explique notamment par certaines notions. Alors l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes parle souvent de plafond de verre. Alors le plafond de verre, ça renvoie au fait que les femmes vont progresser dans la hiérarchie, mais seulement jusqu'à un certain niveau. Et c'est ce qui explique que dans les plus hautes fonctions d'entreprise, par exemple des conseils d'administration, des comités de direction, etc., mais la proportion homme-femme est finalement celle d'une femme pour 9 hommes, si on doit compter un comité de direction de 10 personnes, par exemple. Alors, on parle aussi parfois de sticky floors, de plancher gluant. C'est le fait que, ben oui, les femmes rentrent dans une entreprise à un certain niveau et c'est celles qui évoluent le moins. Elles sont en fait collées au niveau auquel elles sont arrivées dans l'entreprise. Alors, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes parle aussi de leaky pipeline, de tuyaux percés, c'est-à-dire que plus on monte, plus on voit que les femmes disparaissent. Pourquoi? Ben, ça peut aussi s'expliquer par les responsabilités familiales, le fait qu'en évoluant dans une entreprise, ben, la femme va tomber enceinte, prendre un congé de maternité, parfois ne plus revenir, se consacrer plutôt à sa vie familiale, ou parce qu'elle va être à temps partiel, elle va moins monter, et donc on voit finalement qu'au plus on monte dans l'entreprise, au plus finalement ces femmes sortent des tuyaux par les petits trous. C'est ce qu'utilise l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes sur ces déclarations et ces rapports. On peut aussi parler, et ça c'est en préparant ce séminaire que je l'entends pour la première fois, de falaise de verre. Et là, en fait, on parle de femmes qui sont uniquement promues à des postes importants qui étaient réservés pour des hommes lorsque l'entreprise est justement en crise. On se dit à ce moment-là, on va mettre ces femmes à cet endroit-là dans l'entreprise.
Et alors, lorsque la situation s'améliore et que la femme qui a été mise à ce poste a finalement réglé une situation difficile, eh bien, elle est finalement poussée en haut de la falaise. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise la falaise de verre, en tout cas que l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes utilise cette expression, ou alors la femme est remise à son poste initial avec moins de responsabilités. On voit aussi qu'il y a une structuration genrée de certains secteurs. Par exemple, au niveau du secteur de tout ce qui est ménage, on voit que c'est un secteur qui est avec une proportion de femmes beaucoup plus élevée que d'autres secteurs. Vous voyez que le secteur de la construction, il est justement dans une proportion inverse, avec beaucoup plus d'hommes que de femmes. On voit aussi cet écart salarial qui peut s'expliquer par des répartitions inégales des responsabilités. On le voit surtout, par exemple, en matière de soins, où finalement, au niveau des infirmières qui ont moins de responsabilités, on est sur une proportion plus importante de femmes. Et au niveau des médecins, il y a plus d'hommes qui ont plus de responsabilités, mais donc on se retrouve ici de nouveau dans des répartitions qui ne sont pas toujours égales. Ça s'explique aussi, comme je vous le disais, par le fait que c'est souvent, et parce que la législation est faite comme ça aussi, la femme qui va prendre un congé de maternité, qui va prendre un congé parental, qui va assumer les responsabilités du foyer et qui va donc plus souvent se retrouver à temps partiel. Et de facto, une personne à temps partiel se retrouve avec moins de responsabilités, peut-être moins d'équipe, moins de responsabilités hiérarchiques, et donc avec finalement un salaire moindre. Voilà toutes les raisons qui peuvent expliquer ces écarts salariaux. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Et donc, en fait, tout ce que je viens de vous expliquer, ce sont les raisons pour lesquelles l'Europe a été poussée à adopter cette fameuse directive sur la transparence des rémunérations, mais qui était, comme vous l'avez entendu dans ma présentation, déjà, en fait, depuis longtemps présente dans les esprits de l'Europe et des États membres. Alors, cette directive sur la transparence des rémunérations, elle n'est pas si nouvelle. Elle date de mai 2023. Je vous disais, son numéro, c'est la directive 2023-970. Donc, on est bien sur une entrée en vigueur en 2023. Pourquoi est-ce qu'on en parle surtout maintenant, en juin 2025 ? Eh bien, c'est parce que, comme je vous l'ai dit en début de présentation, cette directive, elle doit être transposée en droit belge pour le 7 juin 2026. Donc, le compte à rebours a commencé. On a le législateur et donc les partenaires sociaux, côté employeurs et travailleurs, qui discutent pour pouvoir implémenter cette directive et de comment est-ce qu'on va l'implémenter finalement, cette directive. Alors, avant de parler justement de comment on va l'implémenter, voyons déjà ce qu'elle prévoit. Cette directive, elle est très bien structurée avec chaque fois un article avec un titre qui vraiment permet de regarder directement où on se situe dans la directive et les informations qu'on cherche. Elle n'est pas très longue, elle contient une vingtaine d'articles. Et vous allez voir qu'elle est déjà assez exhaustive et que donc elle laisse très peu de marge de manœuvre aux États membres. Alors l'objectif de cette directive, c'est clairement de combattre la discrimination salariale et donc de réduire l'écart des rémunérations entre les femmes et les hommes, en clarifiant certaines notions. Comme je vous le disais, on avait une loi ici de 2012 qui existe en Belgique, mais qui ne clarifie pas suffisamment la notion de rémunération qu'on doit entendre quand on fait comme ça l'exercice de comparaison entre un homme et une femme à travail de même valeur. On va aussi ici déterminer ce que c'est la structure de rémunération, qu'est-ce qu'il faut entendre par cette notion. Et elle vise surtout à introduire des mesures contraignantes pour obliger finalement à cette transparence en matière de rémunération. Aujourd'hui, à part faire un rapport bisannuel quand on est un employeur de plus de 50 travailleurs, il n'y a pas beaucoup d'obligations en amont, si ce n'est quand on est déjà ici en aval en matière de litige, une femme qui se plaindra qu'elle est payée moins qu'un homme à fonction égale. Alors cette directive, elle vise aussi à renforcer les voies de recours et les mesures d'exécution. Alors on verra ce que ce terme un peu barbare veut dire, mais ce que ça veut dire, c'est qu'elle vient protéger ici les acteurs de cette lutte contre les discriminations salariales. Cette directive, comme toutes les directives européennes, elle propose des exigences minimales. Alors ici, c'est un peu délicat de parler d'exigences minimales parce que, comme je vous l'ai dit, elle est assez exhaustive et que donc, elle va devoir être transposée comme telle à minima dans la législation belge. Ça, c'est l'obligation de standstill, qui veut dire qu'on ne peut pas aller en dessous des obligations que nous impose la directive. Mais vous verrez que finalement, à force d'être exhaustive, cette directive ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux législateurs belges pour finalement prévoir quelque chose de différent que ce que prévoit la directive. On y reviendra évidemment. Alors,
Pour votre info, l'accord de gouvernement par rapport à cette implémentation de la directive a déjà dit que le but était de réduire les obligations de rapport existantes ou nouvelles pour les employeurs et en particulier pour les PME. Donc, la seule info qu'on a à l'heure actuelle par rapport à cette transposition de la directive, c'est que le but du législateur belge ne sera pas d'alourdir finalement les obligations des employeurs, mais simplement de transposer de manière la plus fidèle possible cette directive. On n'a pas beaucoup d'informations aujourd'hui sur cette implémentation, sur laquelle je reviendrai dans le cadre de mon exposé. Mais donc, ce que je vous expose aujourd'hui, c'est les exigences minimales prévues par la directive. Reste à voir comment est-ce que le législateur belge implémentera ça complètement et concrètement dans la législation belge. Alors, à qui est-ce qu'elle s'adresse, cette directive? Eh bien, à tout le monde. Vous verrez que toutes les obligations de la directive ne s'adressent pas à tout le monde, mais globalement, cette directive, le principe de l'interdiction d'écart salarial entre les femmes et les hommes et le principe de transparence entre les rémunérations, ça s'applique à tout le monde, secteur public et privé confondus. Alors, ça s'applique également à tous les travailleurs ayant un contrat de travail ou une relation de travail selon le droit national ou la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, elle peut comparer tout le monde dans l'entreprise, évidemment à fonction égale et ou de même valeur. Mais donc, ça veut dire, parce que la question revient très souvent, qu'on peut se comparer avec n'importe qui dans l'entreprise qui est sous contrat de travail. Ça veut dire que ça vise également les dirigeants de l'entreprise s'ils sont salariés. Donc ça, c'est quand même une notion importante. On ne se limite pas au cadre, mais on va même au-dessus. Et donc, toutes les fonctions salariées sont soumises à ce même exercice de transparence salariale. Intéressant aussi, parce que c'est relativement nouveau, la directive, elle vise aussi les candidats. Et donc, on n'est pas seulement sur les personnes sous contrat de travail, mais on est également sous ceux qui potentiellement pourraient l'être vis-à-vis de l'employeur. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs piliers d'obligations dans la directive. Il y a des obligations qui aujourd'hui ne concernent que les employeurs qui occupent plus de 100 travailleurs, mais il y a certaines obligations, comme on va le voir, qui concernent tous les employeurs. Avant de rentrer dans les obligations en tant que telles, voyons surtout les notions prévues dans cette directive, parce que dans la directive, comme dans toute directive, souvent, il y a énormément de considérants qui permettent vraiment d'avoir une vue complète sur comment est-ce qu'on en est arrivé à adopter cette directive et pourquoi est-ce qu'elle est aussi précise. Mais il y a aussi un article définition qui est important dans cette directive, c'est au tout début, évidemment, de la directive, parce qu'on parle d'écart de rémunération, on parle de discrimination en matière salariale, mais finalement, qu'est-ce qu'on vise par la notion de rémunération? Et ça, c'est aussi une question qui revient de manière assez récurrente. On vise ici le salaire ordinaire de base, donc le cash que les travailleurs reçoivent, mais également toutes les composantes variables ou complémentaires. Ça veut dire qu'on vise non seulement le salaire fixe, mais aussi tous les avantages acquis en vertu du contrat. En gros, ça vise tous les avantages qu'on prend dans la rémunération annuelle brute de référence quand on calcule une indemnité de départ d'un travailleur qu'on licencie. Donc, on ne regarde pas uniquement le salaire fixe qu'il perçoit, mais on va devoir ici se pencher, quand on fait l'exercice, sur toutes les composantes variables, les bonus, les assurances, les voitures, les GSM, les ordinateurs. Donc, on doit vraiment regarder ici l'ensemble des avantages qu'on octroie à un travailleur. Et c'est ça qui va souvent être délicat, parce qu'on verra qu'au niveau peut-être du salaire fixe, il n'y aura pas d'écart pour un travail de même valeur, mais par contre, on voit qu'en termes de bonus, ils vont aussi rentrer dans cette notion de rémunération et qu'il faudra faire beaucoup plus attention à la manière, même discrétionnaire, de donner ces bonus entre une femme et un homme à fonction égale. Alors, on définit aussi ce que c'est le niveau de rémunération, la rémunération brute annuelle, comme je vous l'ai dit, mais il faudra aussi regarder à l'heure à quoi ça correspond, puisqu'évidemment, si on regarde une rémunération d'une femme qui travaille à temps partiel par rapport à un homme qui travaille à temps plein, il faut quand même regarder aussi au niveau du salaire horaire ce que ça représente.
La directive parle aussi des catégories de travailleurs, parce qu'on ne compare pas évidemment un travailleur d'un certain niveau avec un travailleur d'un autre niveau. Il faut vraiment ici regarder un travailleur qui accomplit, comme je vous le dis depuis le début de la présentation, un même travail ou un travail de même valeur. Alors, ce travail de même valeur, ça veut dire qu'on peut s'évaluer, pas uniquement, comme je vous le disais, parce qu'on a le même titre de fonction. Si on arrive à prouver par certains critères et par certaines responsabilités dont on dispose qu'on effectue le même travail qu'un autre travailleur de l'entreprise, parfois pas dans la même division ou le même département, on peut également se comparer à ce travailleur. Alors attention que c'est toujours entre hommes et femmes. Si vous avez un département où tous les travailleurs qui font la même fonction sont des hommes ou des femmes, il n'y aura pas ce travail de comparaison. Ici, la directive, elle est binaire. Alors, elle n'est peut-être pas aujourd'hui vraiment dans son air du temps LGBTQIA+, mais ici, elle compare un homme et une femme pour un travail de même valeur. Ce travail de même valeur, c'est pour quelqu'un qui fait le même travail actuellement dans l'entreprise, mais ça peut également être quelqu'un qui a fait le travail dans le passé. Donc, une femme aujourd'hui peut se comparer avec un homme qui était occupé dans un travail de même valeur dans l'entreprise avant. Donc ça, c'est important, c'est qu'il faut vraiment avoir cette notion de travailleur de référence. Et donc, une travailleuse peut venir demander un travail de comparaison également dans le passé ou dans un autre département, comme je l'ai déjà dit. Le travail de même valeur, on voit aussi qu'ici, il est défini sur base de critères qui doivent être non discriminatoires, objectifs et non sexistes. Et ce qui est important, c'est que la directive dit pour finalement décider ce qui est un travail de même valeur, on doit convenir de ça avec les représentants des travailleurs lorsqu'il en existe. Et donc ici, il y a déjà un premier travail de concertation avec les représentants du personnel. Alors évidemment, la directive ne dit pas si c'est une compétence de décision ou d'avis. A priori, ce sera plutôt une compétence de consultation / d'avis. Et donc ici, il faudra finalement travailler de concert avec les représentants du personnel quand il y en a, pour voir comment est-ce qu'on définit un travail de même valeur. Et donc là, il va déjà y avoir, et je tease un peu sur les slides qui arrivent, on va déjà devoir faire un travail pour catégoriser finalement toutes les fonctions de l'entreprise, pour voir quelles fonctions, si les titres ne sont pas les mêmes, sont considérées comme des fonctions de même valeur. Et là, la directive donne des exemples. On vérifiera en fonction des compétences, des efforts dans le travail, des responsabilités, des conditions de travail, mais tout autre facteur peut être pertinent pour déterminer si on se trouve dans un travail de même valeur. En fait, la directive, elle prévoit ça pour dire aussi que n'importe qui, il faut comparer des pommes et des pommes. Et donc, il ne faut pas se comparer avec n'importe qui. Une femme ne pourra, dans une fonction ne pourra pas se comparer avec un travailleur d'une fonction objectivement non de même valeur, pardon. Alors, on a objectivement supérieur, c'est ça que je cherchais comme mot. On a donc, comme je vous le disais, après avoir vu ces notions de rémunération et de même valeur qui sont importantes, on a un premier pilier, et là je m'adresse à tous les employeurs, parce qu'il n'y a pas un seuil ici qui est prévu par la directive de plus ou moins 50 ou 100 travailleurs. Il y a une obligation d'information qui donc s'impose à tous les employeurs. Et comme je vous le disais, vu que la directive s'adresse aussi aux candidats, cette obligation d'information, c'est non seulement pendant le recrutement, mais également pendant l'occupation des travailleurs. Alors, pendant le recrutement, ça veut dire que ça s'adresse aux candidats. L'obligation d'information, c'est laquelle? C'est celle pour l'employeur d'informer le candidat sur la rémunération initiale dans laquelle va commencer le candidat s'il est engagé, ou sa fourchette également. Donc, quelles sont les perspectives d'évolution? Il commence là, mais jusqu'où il va? Et il faudra aussi lui donner les dispositions pertinentes des conventions collectives de travail applicables, par exemple en rapport avec le poste, pour qu'il puisse voir sa catégorie de fonction et comment est-ce qu'il peut évoluer. Et ça, la directive dit que ça doit être avant l'entretien d'embauche. Donc, par exemple, déjà dans l'annonce de postes vacants qu'on met à disposition des candidats. Il est marqué aussi dans la directive que ça doit être, en tout cas, avant la conclusion du contrat de travail. Et vous verrez qu'on a des précurseurs ici en Belgique, c'est le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a déjà prévu noir sur blanc
parce que ça a déjà été implémenté à ce petit niveau de gouvernement, que ça doit de toute façon être écrit, cette fourchette salariale, dans l'annonce de candidature. Alors, pendant le recrutement également, un employeur ne pourra pas demander l'historique de rémunération des candidats. Si le candidat, parce que ça c'est aussi une question qui revient fréquemment, donne son dernier salaire chez son dernier employeur, vous pouvez recevoir l'information et en tirer les conséquences. C'est lui qui vous l'aura donné. Mais si le travailleur ne donne pas sa dernière fourchette salariale chez son ex-employeur, vous ne pouvez pas lui demander combien il gagnait. Alors attention aussi, et ça c'est un exercice qu'on fait déjà aujourd'hui, dans le processus de recrutement, il faut évidemment se comporter de manière non discriminatoire et il faut que les offres d'emploi et les dénominations de postes soient non sexistes. Alors ça peut faire sourire, mais je le voyais encore en passant ce matin devant ma boulangerie, où il y a une annonce qui est postée sur la vitre de la boulangerie et qui dit « Recherche vendeuse ». C'est évidemment une offre qui est, enfin une candidature qui est sexiste et qui, au regard de la directive, n'est pas autorisée. Alors au niveau des obligations pour l'employeur pendant l'occupation des travailleurs, là aussi, il faut qu'il y ait une garantie d'accès facile aux critères objectifs et non sexistes, donc ceux qu'on a vus juste avant, pour déterminer la rémunération, les niveaux de rémunération et la progression de la rémunération. Ça veut dire ici qu'un travailleur doit pouvoir comprendre facilement comment sa rémunération a été déterminée, son niveau de rémunération et comment est-ce qu'il peut évoluer dans l'entreprise. Donc ça, c'est des critères qui doivent se tenir à disposition des travailleurs qui ont le droit de demander et de recevoir ces informations par écrit. Et la réponse devra être donnée, comme vous le voyez, dans les 2 mois. Ça, c'est ce que prévoit en tout cas aujourd'hui la directive. Et la réponse, elle doit donner des informations sur le niveau de rémunération individuel, mais également sur les niveaux de rémunération moyens, ventilés par sexe, puisqu'ici c'est toujours en fait cet exercice de comparaison entre les femmes et les hommes, sur les catégories de travailleurs qui font partie de la même catégorie de travail ou de même valeur. Donc ça c'est important, c'est que les travailleurs vont pouvoir demander cette information et qu'ils vont pouvoir la recevoir dans un certain délai de l'employeur. Attention aussi que l'employeur a l'obligation d'informer les travailleurs chaque année du fait qu'ils peuvent recevoir ces informations. Donc, proactivement, l'employeur devra rappeler dans une communication au personnel qu'ils peuvent demander et recevoir des informations par écrit sur leur rémunération. Important aussi, la directive prévoit qu'il n'est plus possible d'interdire aux travailleurs de divulguer sa rémunération. Donc, si un travailleur a envie de lever le tabou salarial, il y est autorisé en vertu de la directive et donc ce sera évidemment reproduit comme tel dans la loi. Ça, c'était le premier pilier, ce droit à l'information des travailleurs qui donc s'adresse à tous les employeurs. Le deuxième pilier ici s'adresse, en tout cas à l'heure actuelle, aux employeurs qui occupent minimum 100 travailleurs. Alors évidemment, ça c'est ce que prévoit la directive, c'est une exigence minimale. Est-ce que la législation belge imposera aux employeurs qui occupent par exemple 50 travailleurs au minimum de faire ce rapport que la directive impose, qu'on va voir tout de suite? Évidemment, seul le législateur belge nous le dira. On a cet accord de gouvernement qui dit que le but n'est pas d'imposer plus d'obligations aux employeurs. On sait aussi qu'on a quand même aujourd'hui la loi de 2012 qui prévoit déjà une obligation de rapport tous les 2 ans sur les rémunérations pour les employeurs occupant plus de 50 travailleurs. Donc, est-ce qu'on va s'aligner là-dessus? Tout ça est encore aujourd'hui en discussion entre les partenaires. Alors, quelles sont les informations que la directive impose aux employeurs de rapporter, donc de mettre dans un rapport, et qui devra être communiqué à l'organisme national de suivi compétent? Ici, probablement l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui publieront ces informations. Eh bien, on voit qu'il va y avoir des informations à donner dans un rapport sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, qui vise non seulement le salaire fixe, mais également, comme je vous le disais, toutes les composantes variables, les bonus et tous les autres avantages également. Donc, ce sera quand même un travail plus important que celui fait actuellement par les employeurs en vertu de la loi de 2012. Il y aura aussi l'écart médian entre les femmes et les hommes qui devrait être donné, le médian étant un peu plus pertinent que la moyenne puisque ça vise du coup à écarter les extrêmes. L'écart de rémunération médian aussi pour tout ce qui est composantes variables, évidemment.
Ce rapport, il devra également donner la proportion de travailleurs féminins et masculins qui bénéficient ou non de composantes variables. Et il faudra aussi donner la proportion de travailleurs féminins et masculins dans chaque quartile. Les quartiles, c'est quoi? C'est la société qui est divisée, donc la société, l'entreprise qui est divisée en 4 quarts. On a donc le quart des travailleurs payés le moins bien, et puis le deuxième quart, le troisième quart, et puis le quart des travailleurs qui sont le mieux payés de l'entreprise. Et il faudra avoir la proportion d'hommes et de femmes dans chaque quartile. Et évidemment, aujourd'hui, quand on fait cet exercice, on se rend compte, et c'est pour un peu mettre le nez des employeurs dessus, que dans ce dernier quartile des travailleurs les mieux payés, en général, la proportion d'hommes est plus élevée que la proportion de femmes. Donc tout ça, ce sont des informations qui vont devoir être mises dans un rapport. Aujourd'hui, évidemment, on n'a pas le template de ce rapport puisqu'on est vraiment encore juste dans les principes de la directive, que ce n'est pas encore transposé en droit belge. Donc on ne sait pas communiquer un template. On peut supposer que ça va se baser sur le template existant de la loi de 2012, mais on ne sait pas en dire plus. Et évidemment, c'est une information qu'on devra communiquer aux travailleurs, aux représentants et à l'inspection du travail si elle le demande. Donc, c'est un travail évidemment qu'on devra faire de manière très précise. Ce qui est important, c'est que ce travail doit permettre de prouver qu'on n'a pas d'écart salarial dans l'entreprise. C'est important, pourquoi? Parce que, et ce sont des critères cumulatifs, si on a plus de 5% d'écart salarial pour une même catégorie de travailleurs entre des femmes et des hommes, donc que ce soit pour la rémunération fixe ou variable, et qu'on ne sait pas, en tant qu'employeur, justifier cette différence par des critères objectifs et non sexistes. Donc les critères objectifs et non sexistes qui auront en amont été déterminés et convenus avec les représentants du travailleur, qu'on voit dans la directive, hein, donc la responsabilité, ça peut être aussi le niveau d'études. Il faut vraiment essayer de trouver le niveau d'expérience, ça fait combien d'années qu'on est dans la boîte, parce qu'on peut avoir deux personnes qui sont à des fonctions de même valeur, mais avec une femme qui a 25 ans et un homme qui a 42 ans, mais là, vous avez un critère objectif. C'est le fait qu'il y en a un qui est peut-être là depuis 15 ans dans la boîte, alors que la femme vient seulement de commencer. Donc, si on a un écart de 5% qu'on ne sait pas justifier et auquel l'employeur n'a pas remédié dans un délai de 6 mois, alors on se trouve dans une situation qui est prévue par l'article 9 de la directive, qui est qu'on va devoir faire une évaluation conjointe des rémunérations avec les représentants des travailleurs. Donc ça va être évidemment un gros travail parce qu'il va falloir évaluer toutes les rémunérations, en tout cas de ce niveau-là, et il va falloir tenir cette évaluation conjointe à la disposition des travailleurs, de leurs représentants, et aussi communiquer à l'organisme national compétent, comme je vous le disais. Donc c'est pour ça que c'est important d'être déjà ici compliant avec la directive et quand on fait l'exercice, ne pas avoir des écarts trop importants ou en tout cas de pouvoir les justifier de manière objective et non sexiste, parce que sinon on va se retrouver dans cette situation d'évaluation conjointe qui va demander énormément de travail à l'employeur. Qui s'avise cette obligation de reporting? Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, tous les employeurs au-dessus de 100 travailleurs. Alors on verra évidemment ce que nous prévoit la loi belge. On voit que cette obligation, elle n'est pas annuelle si on a moins de 250 travailleurs dans l'entreprise. Et on voit aussi que si on est dans une entreprise où il y a entre 100 et 150 travailleurs, ce sera tous les 3 ans à partir de 2031. Donc, on n'y est pas encore tout de suite. Mais il n'est jamais trop tôt pour faire l'exercice et pour vérifier si on est dans les clous. Alors ici, au niveau du troisième pilier, les voies de recours et mesures d'exécution dont je vous parlais, donc ce terme un petit peu barbare, en fait, ce sont toutes les garanties pour pouvoir exécuter au mieux cette directive. Et on voit ici que non seulement les travailleurs pourront demander des informations sur leur rémunération, mais les représentants des travailleurs pourront le faire en leur nom ou en les encourageant, en les appuyant dans leur démarche. On voit également qu'un des mécanismes de protection, c'est que s'il y a un écart salarial qui est constaté, le travailleur pourra demander une indemnisation complète en cas de violation de ses droits, et donc pour toute la période d'écart qu'il n'aurait pas dû y avoir. Et donc ici, on voit qu'on peut remonter longtemps en arrière. Si ça fait 15 ans qu'une femme est payée moins qu'un homme pour une fonction de même, enfin un travail de même valeur, la personne pourra demander une réparation sur toute cette période, puisque la directive prévoit effectivement qu'il n'y a pas de possibilité pour les États membres de faire une réparation forfaitaire et donc de fixer un plafond, comme on le voit dans la discrimination, la loi de mai 2007 sur la lutte contre la discrimination aujourd'hui.
Quand on fait par exemple une discrimination raciale, on voit qu'une personne peut demander une réparation forfaitaire de 6 mois. Ici, ce ne sera pas le cas, ce sera une réparation réelle finalement. Je vous ai déjà parlé de la charge de la preuve, donc j'avance un peu sur le sujet. La directive, elle prévoit aussi des injonctions qui pourront être prises pour mettre fin justement à ces écarts salariaux. Il faudra évidemment que les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, donc de réelles sanctions pour éviter que les employeurs continuent de méconnaître la législation. Évidemment, la personne qui estime être victime de cet écart salarial et qui voudrait demander réparation, elle sera protégée évidemment contre tout traitement défavorable et notamment le licenciement. On ne sait pas encore comment puisque, comme je vous le dis, on n'a pas encore de loi belge. Et les États membres doivent également se prononcer sur les délais de prescription par rapport à ces demandes en matière de réparation salariale. Alors évidemment, cette directive, elle est louable, la transposition au droit belge également. Le but est évidemment de payer un homme et une femme pour un travail de même valeur de la même manière. Mais on voit que si la directive aura pour conséquence une diminution de l'écart salarial, en tout cas on l'espère, elle va aussi avoir pour effet une pay compression, comme on l'appelle. Et donc ça, c'est vraiment une espèce de compression salariale où finalement, tous les salaires vont un peu se rapprocher malgré les différences d'expérience ou de performance. Donc là, ça peut avoir un effet négatif. On voit aussi que finalement, l'employeur va avoir plus de pouvoir de négociation au recrutement puisqu'il sera un peu limité. Il pourra dire au candidat qu'il est limité par rapport au travail de même valeur dans l'entreprise. Il y aura beaucoup moins de discrétion. Alors, c'est positif, mais c'est peut-être aussi négatif pour les travailleurs qui espèrent prétendre à plus de salaire. On voit aussi que ça va finalement être des avantages qui vont être moins visibles. Par exemple, qu'on va donner objectivement les mêmes avantages à tout le monde, mais qu'on va peut-être donner plus de formation à l'un. Donc, ça va être finalement un peu un des effets pervers de la directive. On voit finalement du coup que ça peut avoir des impacts négatifs, cette directive, même si l'objectif est évidemment louable. Alors, je ne l'ai pas mis, mais les conséquences de la transparence des rémunérations, c'est aussi qu'évidemment, ça va demander un travail administratif beaucoup plus important à l'employeur. Je vous le disais tout à l'heure pour la petite histoire, en droit belge, un des premiers précurseurs à avoir implémenté la directive, c'est la communauté française Wallonie-Bruxelles, qui a en fait repris la directive quasiment mot pour mot au niveau de ses principes. Comme je vous le disais, il y a juste une extension de cette directive puisqu'il prévoit aussi un reporting en matière de congés pour voir finalement que les femmes prennent sans doute plus de congés liés aux responsabilités familiales que les hommes. Au niveau de l'implémentation de la directive, vous voyez que finalement, la Belgique n'est pas nécessairement un mauvais élève, puisqu'il n'y a encore aucun pays de l'Union européenne qui a implémenté cette directive. On sait que les Pays-Bas ici ont un projet de loi qu'on a reçu mais qu'on n'a pas encore examiné. On voit qu'il y a encore des pays où il n'y a encore aucune activité, donc on n'est pas les derniers, mais voilà, le compte à rebours a commencé. Alors, comment se préparer évidemment à cette directive et surtout à son implémentation en droit belge? Eh bien, il est important ici, à 1 an de la directive, de déjà faire l'exercice, surtout pour les employeurs qui seront visés par cette obligation de reporting dès l'année 2027. Parce que finalement, vous avez ici une année test qui vous permettra de vérifier que vous n'avez pas un écart salarial de 5%, et que s'il y a cet écart salarial de 5%, vous pouvez le justifier ou en tout cas y remédier. Donc, c'est vraiment l'année test qu'il faut utiliser comme répétition générale. Et donc, c'est le moment aussi dans l'entreprise de déterminer au niveau de vos ressources qui va pouvoir être un peu le chef de projet de cette implémentation de la directive. Et donc, il faut en fait mettre en interne des gens sur ce projet, des gens qui vont pouvoir faire l'exercice dans tel et tel département, de voir si un homme est plus payé qu'une femme ou vice-versa. Il y a des secteurs dans lesquels les femmes sont payées mieux que les hommes. Là aussi, la directive aura son effet. Il faut évidemment anticiper tout ce que je viens de vous dire. Et comment est-ce qu'on le fait? Au niveau du recrutement, par exemple, on ne demande plus aux candidats ses antécédents salariaux s'ils ne les donnent plus. On communique les fourchettes salariales, le salaire initial même dans l'offre de candidature. On veille à ce que les offres d'emploi soient évidemment neutres au niveau du genre. On doit voir au niveau de sa procédure de recrutement que rien n'est biaisé, rien n'est discriminatoire et que quand on choisit par exemple un homme plutôt qu'une femme ou vice-versa, je le redis de nouveau, ce n'est pas lié à un critère sexiste
ou genrés. Il faudra évidemment pouvoir justifier d'avoir choisi un candidat plutôt qu'un autre, sur base de critères objectifs. Pendant l'occupation aussi, il faut qu'on vérifie déjà au niveau des contrats, au niveau du règlement, au niveau des politiques mises en place, si on est dans une politique non genrée, avec des critères objectifs. À cet égard, je vous conseille pour tout ce qui est recrutement, mais aussi classification de fonctions, parce que là aussi, il va falloir faire un travail où on ne pourra pas juste se contenter des types de fonctions. Allez voir la checklist que je vous ai mise ici dans les slides, parce qu'elle est très longue. Vous voyez un petit exemple ici sur le slide. Elle prévoit vraiment tout ce qui est évaluation et classification des fonctions de manière non sexiste, de se poser les bonnes questions. Donc, je vous conseille ici vraiment d'aller voir cette checklist pour voir si vous êtes compliant par rapport à la directive. Évidemment, il faudra aussi, pour anticiper toutes les obligations des employeurs en matière de reporting ici, vérifier quelle méthode on va utiliser, quelle catégorie de travailleurs on va utiliser, faire déjà une liste de tout ce qui est rémunération et avantages dans l'entreprise, également au niveau des bonus. Préparer aussi, parce que ça c'est une des obligations de la directive, une politique de rémunération, une politique finalement de diversité et d'inclusion. Mais dans cette politique, vous pouvez aménager cette politique que vous avez peut-être déjà pour ajouter en plus tout ce qui est politique d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Très important aussi, parce que la question est souvent posée, comment est-ce qu'on peut concrètement déjà agir, hormis tout ce que je viens de vous dire, en formant vos managers, en formant le head of recrutement, le head of HR, à justement avoir ces réflexes non sexistes, non genrés, d'avoir des critères objectifs quand on ne retient pas une candidature, de poster les bonnes offres d'emploi. Donc tout ça, évidemment, ça passe aussi par la formation. Et comme il y a une obligation de formation en droit belge, autant l'utiliser pour ça. Il faudra évidemment aussi, en matière de communication, préparer tout ce qui est communication par rapport à l'information qu'on devra donner aux travailleurs et, comme je vous le disais déjà, analyser quels sont les écarts auxquels on va devoir remédier quand on ne sait pas les justifier. Vous voyez ici un petit roadbook qui est proposé, quelles sont les étapes vraiment qu'il faut commencer à mettre en place dès maintenant, à 1 an de la deadline de cette implémentation. De la directive, il faut évidemment en priorité vérifier quelles sont nos catégories de travailleurs, vérifier s'il n'y a pas d'écart et surtout, en fait, ça commence par une collecte de données pour pouvoir mesurer les écarts. Donc, vérifier en interne si on a toutes ces informations brutes. Est-ce qu'on a tous ces salaires? Est-ce qu'on a tous ces avantages répertoriés? Ça, c'est évidemment pour les entreprises qui ont cette obligation de reporting, mais c'est quand même aussi important de vérifier, vu qu'il y a cette obligation d'information pour tout le monde, qu'on a des informations à donner qui sont correctes, avec une absence d'écart, ou en tout cas un écart qu'on peut justifier. Et s'il y a un écart, comment est-ce qu'on peut y pallier? Veiller aussi, donc dans cette 4e étape, à vérifier tout ce qui est processus de recrutement et d'évaluation, mais aussi tout ce qui est politique de rémunération variable, à ce qu'elle soit objective et non sexiste. On va passer maintenant, je vous remercie pour votre attention, j'espère avoir été assez complète, aux questions du Q&A. Alors, je vois ici dans le Q&A qu'il y a 9 questions qui m'ont été publiées. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme un travail de même valeur? Je pense que j'y ai répondu dans la présentation. C'est une question qui a été posée au début de la présentation. Donc, je suppose que j'ai répondu à votre question à l'issue de cette heure de présentation. Pensez-vous qu'un fonds de formation sectoriel peut jouer un rôle pour soutenir les entreprises dans la mise en œuvre de ces obligations? C'est possible. En tout cas, je sais aujourd'hui que la FEB met vraiment tout en œuvre pour que la charge de travail pour les employeurs soit la moins lourde possible. Alors, il y a pour l'instant beaucoup de discussions sur l'implémentation, comme je vous le disais. Elle va sans doute s'implémenter en modifiant cette loi de 2012. Il va falloir certainement aussi changer la CCT 25 sur l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes. Elle est connue, cette CCT 25. Elle date déjà maintenant d'il y a 50 ans. Elle est chaque fois annexée au règlement de travail, donc vous la connaissez, mais cette CCT va certainement devoir changer au regard de la directive et on va l'utiliser certainement pour pouvoir adapter la législation conformément à la directive. La CCT 38 sur le recrutement va également changer et ça, je sais que l'AFEB est pour l'instant en discussion avec les partenaires sociaux pour justement essayer d'aider les entreprises à ce sujet pour que ce soit le moins contraignant administrativement possible.
Est-ce qu'un fonds de formation sectoriel pourra jouer un rôle là-dessus? Possible, mais je n'ai malheureusement pas une réponse précise à vous donner. Alors, je vois aussi une autre question. 100 travailleurs et plus pour des internes sous payroll. Alors là, c'est la grande question. Et c'est Fédergon qui a déjà répondu à cette question. Je pense que les slides sont mis à votre disposition, même sur Google. Parce qu'évidemment, l'employeur, l'agence d'intérim, c'est un travail impossible à faire, car ces travailleurs qui sont dispatchés dans plusieurs entreprises utilisatrices, ils sont tous payés de manière différente. Est-ce que les agences d'intérim vont avoir ces obligations? Au regard de la directive, oui, il y aura cette possibilité pour les travailleurs de demander en interne à l'agence d'intérim, donc à leur employeur, cette information sur les salaires. Mais quand on voit la définition dans la directive d'occupation au sens large, sous contrat de travail ou relation de travail, on se dit qu'il est possible, évidemment, qu'un travailleur interne puisse se comparer également avec un intérimaire. Et donc là, c'est pour ça que c'est important aussi d'être tout à fait en ligne, finalement, sur les salaires qu'on donne à un intérimaire et à un travailleur interne. Mais ça, évidemment, dans la loi de 87 sur le travail intérimaire, ça existe déjà, cette garantie qu'on ait une même rémunération à poste égal, qu'on soit en interne ou en externe comme intérimaire. Et donc ça, il y a déjà aussi une obligation d'information de l'entreprise utilisatrice vers les sociétés d'intérim, et donc vers l'employeur de ces intérimaires, où il faut déjà donner toutes les informations sur les salaires, et donc le salaire à entendre au sens large, avec tous les avantages, à ces sociétés d'intérim, pour justement éviter ces écarts salariaux. Donc, on peut s'attendre, même si ce ne sera pas écrit peut-être comme tel dans la législation, à ce qu'un travailleur intérimaire demande d'être comparé à un travailleur interne. Ça, c'est en ligne avec la jurisprudence européenne. La performance ne peut pas être considérée comme une justification d'un écart salarial. Si, mais on le voit déjà dans la jurisprudence actuelle et même en droit belge, que cette question de performance est tellement subjective qu'elle va parfois avoir du mal à être objectivée et à être utilisée du coup comme critère pour faire une distinction dans les salaires. Mais évidemment, quelqu'un dont le passé va prouver qu'il a évolué, il a reçu des bonus chaque année parce qu'il fait bien son travail et parce que ses évaluations sont bonnes, ça va quand même, selon moi, pouvoir être un critère objectif par rapport à quelqu'un qui n'est pas motivé et qui ne reçoit pas de bonus pour un travail de même valeur. Donc, je pense que ça va quand même pouvoir être utilisé, même si on sait que c'est déjà un peu touchy de parler de performance comme critère objectif. Parlons plutôt de l'expérience. Alors, le nombre de travailleurs, donc par rapport à ce seuil de 100 travailleurs occupés par l'employeur, est-ce que c'est le nombre d'équivalents temps plein? Je pense que ce sera en headcount, comme c'est le cas déjà lors des élections sociales, par exemple. Donc, ce ne sera pas en équivalent temps plein, mais si vous occupez 100 travailleurs, ce sera vraiment le même calcul à faire que pour les élections sociales. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la directive parle d'entreprise, d'employeur. Il est possible qu'ici, on se calque, comme c'est déjà le cas de la loi de 2012, sur les unités d'établissement et peut-être pas toujours sur l'entreprise en tant que telle. Est-ce que lors du recrutement, on peut toujours demander les souhaits en termes de rémunération? Je pense que ça, ce n'est pas interdit par la directive. Ce qui est interdit, c'est de demander ce que la personne gagnait avant, mais vous pouvez tout à fait lui demander ses prétentions salariales. Surtout qu'on est aujourd'hui dans une discussion de transparence et de levée de tabous salarial, donc il ne faut pas hésiter finalement à demander quels sont les souhaits de la personne. Ça évite les déceptions. Si on a une population exclusivement d'ouvriers hommes, cela signifie qu'ils ne peuvent pas poser de questions. Alors, ça, c'est une question très intéressante que j'avais déjà eue pour un client. Dans un secteur où il y a essentiellement des hommes qui sont occupés, et notamment, par exemple, des conducteurs de camions où il y avait exclusivement des hommes, eh bien, à la lecture stricte de la directive, ces hommes ne pourront pas demander de comparaison, et donc d'informations sur leur salaire, en ce sens qu'on ne pourra pas ventiler le salaire entre hommes et femmes, puisqu'il n'y aura pas de comparaison femmes. Attention que vous avez une population exclusivement d'ouvriers hommes, mais si dans le secteur, pour un travail de même valeur, dans une autre entreprise, il y a des femmes, il est possible, ça va très loin, mais la directive va très loin, que ces hommes essayent de se comparer avec des femmes d'une autre entreprise, ou que les femmes d'une autre entreprise
pour un travail de même valeur se comparent avec les hommes de votre entreprise. Mais alors à ce moment-là, ce sera une obligation de l'employeur de ces femmes. On parle ici d'écart entre les hommes et les femmes, mais qu'en est-il des écarts entre même fonction de même sexe? Ben là, je viens d'y répondre. J'ai encore une question par rapport à l'UTE, mais donc ça, j'ai répondu également. Et ça, on espère que le législateur belge sera un peu plus clair que la directive à ce sujet pour pouvoir vraiment expliquer ce qu'on entend par occupation sous l'employeur et par notion d'employeur. Et pour les sociétés avec moins de 100 personnes, donc ça, c'est une dernière question dans le chat. Mais comme je l'ai dit, c'est le premier pilier qui s'applique, c'est cette obligation d'information. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore d'obligation de reporting. Et on verra du coup ce que l'avenir nous réserve. Mais préparez-vous déjà, en tout cas, avec une politique de rémunération qui vise à lutter contre l'écart salarial et qui vise à être transparent au maximum sur les rémunérations. Donc le takeaway à garder de ce webinaire de cet après-midi, c'est vraiment de se préparer dès maintenant à la transposition de la directive avec les outils que je vous ai déjà donnés et à l'aune des principes que prévoit la directive européenne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'en ai terminé et je laisse la parole à Cathy pour la clôture de ce séminaire. Cathy qui est en mute. Oui, oui. Vous m'entendez? Okay. Un grand merci, Tatienne, pour la présentation et les précieux conseils et les réponses que vous avez données à nos clients. Il est clair qu'il reste encore plusieurs questions, entre autres, que fera notre gouvernement au niveau des directives pour la loi de la Belgique. Aussi, un grand merci à vous, nos clients, pour votre participation et vos questions. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochains développements concernant ce sujet parce qu'on n'est pas encore au bout, ça c'est clair. Et je tiens à vous souhaiter encore une belle après-midi. Merci bien. Au revoir.